100 jours. Oui, le gouvernement Castex aura peu d'impact sur l'histoire de France. Ça, c'est le sentiment de Jacques Attali. C'est aussi votre sentiment, David Guiraud? J'ai l'impression d'avoir un huissier de justice du macronisme, quoi. Les 35 heures, les retraites, il vient saisir les biens, quoi. Non, mais j'ai peu confiance en cet homme. Je vous le dis honnêtement, parce que c'est un de ceux qui a mis à genoux l'hôpital public en 2005. Jacques Castex, sur la loi de 2005. Oui. Voilà, donc déjà, j'ai peu confiance. Il va falloir qu'il fasse ses preuves, ce monsieur. J'ai entendu parler de planification économique. Même s'il y a très probablement un premier accord, en tout cas pour le Ségur de la santé, avec un accord à plus de 8 milliards. Même s'il y a mécontent. Mais justement, c'est intéressant de voir qu'en gros, il a rassemblé les organisations les plus minoritaires qui, ensemble, forment la majorité, mais n'empêche que la CGT et Solidaire, qui sont les deux plus grosses organisations de soignants, ne sont pas d'accord avec son plan. Et puis surtout, le collectif Interurgence, qui est le collectif qui se mobilise depuis plus d'un an maintenant, c'est lui qui fait bouger véritablement les soignants. Lui n'a même pas été invité. Donc il y a un problème. Ce Ségur de la santé, c'est 180 € pour les soignants. Ils réclamaient 300. C'est-à-dire que nos héros de la nation... 183 € net. Voilà, même eux, ils ont que la moitié de ce qu'ils voulaient, les soi-disant héros de la nation. Donc je vous laisse imaginer pour les autres. Ça va être pire. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a un gouvernement qui a pris des mesures pendant l'épidémie pour que l'économie ne s'effondre pas, ce qui est normal. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça laisse un trou dans les caisses. Qu'est-ce qu'on fait de ce trou? Il n'y a pas 36 solutions. Ou bien, et c'est ce que va faire le gouvernement de Castex, moi je le dis d'ores et déjà, ce qu'il va faire dans son projet de loi de finances, à mon avis, à la fin de l'année. Ou bien, on fait payer aux Français la crise, c'est-à-dire on les fait travailler plus, on détruit l'État social, et notamment ce qui va se passer, à mon avis, c'est que vu qu'il y a des déficits, il va y avoir de l'austérité budgétaire, des ministères qui vont se faire couper, etc. Et après, les gens viendront pleurer sur l'épidémie ou sur de l'insécurité. Oui, on va couper dans les ministères, j'en suis sûr. Mais ou bien, et ça c'est la proposition qu'on formule à la France Insoumise, les États prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas aux Français de payer cette crise. Les États prennent leurs responsabilités. Et il y a quelque chose de faisable, c'est que la Banque Centrale Européenne rachète la dette qui a été émise par la France et l'annule. C'est possible, c'est indolore. Je sais que c'est difficile à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas trop ce système-là, mais c'est possible que la Banque Centrale Européenne fasse ça. Il n'y a même pas besoin de changer ses traités. Vous voyez, moi qui ne suis pas un grand ami de la Banque Centrale Européenne, et d'ailleurs même des économistes libéraux un peu intelligents défendent cette option-là. Pourquoi? Parce que les sommes sont tellement énormes, les sommes en jeu sont tellement énormes, que de toute façon, cette dette ne sera jamais remboursée. Donc la BCE prend ses responsabilités, elle rachète la dette. Après, l'Italie, l'Espagne, la Grèce vont frapper à la porte mais également bien sûr, pour annuler toutes les dettes. Attendez, mais bien sûr, mais ça c'est un argument moral, si vous voulez. Que l'Italie, etc., frappe à la porte. Mais ce n'est pas un argument technique. Il n'y a rien qui l'empêche de la faire. Vous voyez, moi je veux bien qu'on... Et c'est le problème, c'est qu'on est en face de questions morales quand on nous dit ça. On nous dit, ah mais tout le monde va le faire. Mais attendez, mais ça se fait déjà tous les jours. Quand vous avez une grande entreprise qui a un sous-traitant, et que son sous-traitant est en train de couler à cause des dettes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui restructure sa dette. Parce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui est solvable et qui peut payer même s'il paye moins que quelqu'un qui coule. Et ben pour les États, c'est pareil pour ce que fait par rapport à la Banque Centrale Européenne. Vous ne parlez pas de restructuration, vous parlez d'annulation carrément. Hein, c'est ça? Alors nous, on propose la dette perpétuelle. C'est pas une annulation brute, mais en gros, c'est d'échelonner à 100 ans les dettes. Et avec l'inflation, en gros, elle se fait rogner petit à petit. Mais on pourrait, moi, je pense qu'on pourrait même l'annuler, cette dette-là. On va payer la note ou pas, Jean-Didier Berger? Écoutez, on voit bien que ce type de solution complètement utopique n'a pas de réalité, parce que là, même si on arrivait par magie à le faire une fois, à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Si, bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer si on a une deuxième vague? Qu'est-ce qui va se passer si on a un autre virus l'année prochaine, l'année d'après et l'année suivante? Est-ce qu'on assumera encore le fait de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants et aux générations de siècle en siècle une dette que personne ne saura maîtriser? Or, on ne peut pas continuer. Moi, je suis pour l'indépendance de la France et de l'Europe. On ne peut pas continuer à être sous le coup d'un remboursement de dettes qu'on ne maîtrise pas. Moi, ce que j'observe, c'est que même avant le virus, Emmanuel Macron avait déjà commencé à dire finalement les 3%, c'est pas une bonne règle, il faut aller au-delà. Ils avaient déjà commencé à lâcher. Et on voit bien qu'entre l'Emmanuel Macron de 2017 qui disait il n'y a pas d'argent magique, il faut être sérieux, il faut être rigoureux et il faut relancer l'économie française pour arriver à réduire ce déficit. On avait 75 milliards de déficit par an. Là maintenant, on a dépassé très largement les 200 milliards cette année. Mais qu'est-ce qui va se passer les années suivantes? Est-ce qu'on va continuer à creuser comme ça la dette de notre pays? Donc c'est ça la question qui est posée. Et on voit bien que les 183 € qui effectivement sont insuffisants pour les soignants,
Et pourquoi on n'arrive pas à 300 ? Parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Parce que comme on continue à creuser, à subir, on se dit non, là, il faudrait que je puisse donner de l'argent, mais en fait, j'en ai pas. Didier Berger, parce que c'est vrai qu'on a sorti beaucoup, et tant mieux effectivement pour tous les Français, on a sorti beaucoup d'argent, et c'est vrai que ça c'est le débat qui va être et pourquoi pas 300 ? Jusqu'où on va aller ? Parce qu'on voit bien qu'il y a un besoin dans notre pays de lutter contre la grande pauvreté. On n'a jamais eu autant de grande pauvreté que dans notre pays actuellement. On voit bien que sur les soignants, mais aussi sur tous les premiers de corvée, il y a un vrai sujet. Donc comment est-ce qu'on fait pour à la fois donner plus à ceux qui en ont vraiment besoin, sans aller au-delà sur la fiscalité, aller au-delà sur la dette? Eh bien, on voit bien que c'est par la création de richesses dans notre pays qu'il va falloir passer. Mais ça, politiquement, le message, pour l'instant, il n'est pas du tout assumé, il n'est pas du tout porté. Et on continue à nous dire qu'on pourra à la fois donner plus, creuser la dette et ne pas réformer. Vous confondez deux choses. Il y a une question de ce qu'on fait du Ségur et comment on paye les gens. Ça, c'est un choix budgétaire. D'accord ? Le choix budgétaire, par exemple, les soignants, là, il va y avoir une enveloppe de 7 milliards d'euros à peu près sur les salaires. Les soignants demandaient à peu près 10 milliards d'euros. Moi, je dis que l'ISF, qui représente 3 milliards d'euros, ça permet de combler ce trou et de donner... Mais ça, c'est un choix budgétaire, d'accord ? Mais vous me parlez de solutions utopistes, par exemple, sur le rachat de la dette. En quoi c'est utopiste, monsieur ? Qu'est-ce qui empêche de faire ça ? Est-ce que vous avez un économique, technique, autre que de la morale politique? Qu'est-ce qui l'empêche? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Il y a un moment donné où si vous considérez que vous pouvez dire sérieusement qu'on ne remboursera pas ou qu'on remboursera très tardivement ou qu'on insinue le doute total sur le fait qu'on va un jour rembourser, est-ce que vous pensez vraiment qu'on va continuer à nous prêter? Aujourd'hui, c'est la BCE. Aujourd'hui, non mais il n'y a pas. C'est ça. Je pense, je suis d'accord avec vous. Ce qui est utopique, c'est il n'y a pas que le financement sur la dette. C'est très intéressant. Ça va être le débat de la rentrée, vous allez voir. Ça va être le débat de la rentrée. Mais c'est-à-dire qu'annuler une dette, ceux qui défendent cette idée-là souhaitent annuler la dette pour justement pouvoir à nouveau s'endetter. Et pas sûr, je pense, voilà, c'est exactement votre idée. Mais exactement. Et je ne pense pas qu'on puisse tirer un trait sur le passé, annuler une dette et le lendemain vous dire, bien évidemment, on va à nouveau vous prêter 100 milliards pour financer. Mais qui prête? C'est la BCE. La BCE. Pourquoi elle ne pourrait pas nous prêter vu que c'est la BCE? Qu'est-ce qui l'en empêche? Vous avez vraiment une vision. Vous avez vraiment une vision. C'est un petit peu une vision court-termiste. Vous me donnez dématérialisée. Vous me donnez une vision morale. Moi, je vous dis juste. Mais non, pas du tout. Mais derrière l'économie, il y a des hommes, des femmes. Il y a de la création de valeur. Il y a des objets qui sont produits. Il y a des objets qui sont vendus. Il y a des échanges internationaux. Et l'Europe n'est pas une île. L'Europe, elle est au milieu d'autres continents. Elle a des échanges financiers, monétaires avec les autres continents. Et donc la vraie question, c'est est-ce que vous voulez aboutir à une dévaluation? Est-ce que c'est ça que vous proposez? En quoi le rachat de la dette, ça provoque une dévaluation? Est-ce que vous voulez à un moment donné rayer d'un trait de plume aussi l'épargne et aller piocher dans l'épargne des Français, des autres Européens? Est-ce que vous voulez qu'à un moment donné, plus aucun financier ne prête ni à la France ni à l'Europe? C'est pas des financiers. Est-ce que vous pensez vraiment c'est la Banque Centrale Européenne, monsieur, à créer fictivement de l'argent? Vous ne comprenez pas. Je vous parle de la Banque Centrale Européenne. C'est pas une banque privée. C'est très connu que la France Insoumise et le spécialiste de la finance internationale s'est reconnu sur la place mondiale. Non, mais moi j'annonce un argument. Mais pardon, mais je vous dis une chose simple. La Banque Centrale Internationale, c'est pas les marchés financiers. Si vous pensez vraiment qu'en ayant si vous pouvez me laisser vous répondre totalement fictive de l'argent, mais c'est pas fictif, monsieur. C'est de la... Attendez, juste, c'est pas fictif. Alors allez-y, parce que une dette, on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que la Banque Centrale Européenne peut racheter des dettes aux États? Oui, bien sûr. On est d'accord. Jusqu'ici, tout va bien. Est-ce qu'on est d'accord que techniquement, rien ne l'empêche de l'annuler? Qu'est-ce que ça fait si elle l'annule? Vous savez, vous? Le problème, c'est que la Banque Centrale Européenne n'aurait plus de fonds propres. Alors, comment est-ce que... Comme tout État, on a des réserves en or pour pouvoir justement financer... Justement, plus de fonds propres. Monsieur, elle fait quoi, la Banque Centrale Européenne? Elle crée de la monnaie. Comment est-ce que l'institution... À partir de fonds propres aussi. Mais à partir d'elle-même, c'est elle qui crée et vous avez des rapports, y compris de la Cour des comptes européenne. La masse monétaire, elle s'appuie sur des réserves. Vous pouvez pas augmenter la masse monétaire. C'est ça qui est très drôle. C'est que la Banque Centrale Européenne, c'est elle qui crée la monnaie. Vous avez de nombreux instituts internationaux qui vous disent qu'une Banque Centrale Européenne ne sera jamais en faillite. Parce que vous ne pouvez pas vous retrouver à court de la monnaie quand vous créez de la monnaie. Je sais que c'est compliqué à comprendre quand on ne connaît pas le problème, c'est qu'on crée de la monnaie à partir de fonds
Non, propres. non. Bien évidemment. Et c'est pour ça que lorsqu'on crée de la monnaie, on a une dévaluation monétaire. Ça n'est pas vrai. C'est logique, mais bien évidemment. C'est pour cela qu'on a des réserves en or. C'est pour la Banque centrale européenne que pour toutes les banques centrales nationales. Quand vous augmentez la masse monétaire, vous avez des conséquences sur la valeur de cette monnaie par rapport aux autres monnaies. Donc c'est ça qu'en fait vous êtes en train de proposer, mais c'est assez logique parce que la France insoumise n'a que faire des épargnants, des petits épargnants. Mais ça n'a pas de conséquences, moi je vous le dis. Bien sûr que si, ça a des conséquences. Mais sinon, c'est un problème vieux comme l'économie. Donc regardez dans les livres d'économie, regardez dans l'histoire de tous les pays qui ont opté pour la planche à billets. Si c'était une solution, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus de faim dans le monde. Regardez, je vais vous prendre un exemple, l'histoire. Non mais prenons un exemple. Les États-Unis, en ce moment, les États-Unis, grande puissance bolchevique, on connaît bien, très affilié, Donald Trump, Jean-Luc Mélenchon, la connexion ultime, sont en train, ils ont opéré ça, le rachat de toutes leurs dettes publiques et privées. Ce sont des milliards d'euros. Ceux-là, ils ont une banque centrale qui rachète tout. Vous comprenez? Vu que nous, en France, on n'a pas de banque centrale parce qu'il y a l'Europe. Bon, moi, je suis contre l'indépendance de la Banque centrale européenne. Mais la Banque centrale européenne peut faire pareil que les États-Unis, qui sont quand même pas les diables de marxistes de ce monde-là. La Chine fait ça. Le Japon peut le faire. Nous, en Europe, on est les seuls assez imbéciles, je suis désolé de vous le dire, matrixés par l'idéologie, où on se dit « Ah mais non, c'est pas possible parce que l'inflation, etc. » Il y a de l'inflation aux États-Unis. Ils ont racheté en milliards blancs, il faut pas ramener. Justement, c'est pas possible parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord et je pense que... Eh ben oui, mais vous voyez bien que là, j'ai plus d'arguments. D'abord, on a besoin de recréer de la valeur.